Go. Donc bonjour Stéphane. Bonjour. Donc voilà, on va vous poser quelques questions et on va commencer par la question quelles sont les conséquences physiques et mentales de l'excision? Elles sont nombreuses, elles sont énormes. Comme je l'ai dit tantôt, il y a excision et il y a mutilation génitale. Ça va dépendre de quel type de mutilation on a fait. Si on a juste enlevé le capuchon du clitoris, elle va avoir très mal au moment où on le fait. Les conséquences ne vont pas être dramatiques. Le clitoris va se désensibiliser plus vite, elle aura peut-être un accès plus difficile au plaisir avec l'âge, mais c'est tout. Conséquences mentales, pas énormes non plus. Si on l'a fait quand elle était suffisamment petite, ça va dépendre aussi des conditions dans lesquelles on a fait ça et du traumatisme que ça a provoqué. Par contre, si on prend la mutilation génitale telle qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire avec la fibulation, excision du clitoris et des petites lèvres, etc., dans des conditions d'hygiène assez lamentables, quand elles survivent, on ne meurt pas toutes évidemment, la majorité ne meurt pas, mais il y en a qui peuvent mourir pendant l'intervention ou des suites de l'intervention. Ça va avoir comme conséquence, si la cicatrice est mal faite, si le trou est trop petit par exemple, simplement les règles ne savent pas passer. Donc elle accumule du sang comme ça qui va former des caillots, ça va dégager une odeur de pourriture, pas très très frais. Des douleurs énormes, des rapports sexuels quasiment impossibles. Ouais. Donc les conséquences physiques vont être nombreuses et vont varier de comment ça a été fait, et les conséquences mentales vont varier en fonction de quand ça a été fait aussi. Il va de soi que si plus la petite fille va être petite, moins elle va se souvenir de ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est que ça se pratique entre 6 et 14 ans. Et donc forcément, les traces que ça va laisser vont être méchamment différentes. Il faut savoir que quand c'est une petite fille, elle est attachée à sa maman pendant que quelqu'un lui fait ça. Donc qu'est-ce qu'elle voit? C'est que cette femme qui est censée la protéger, lui apprendre l'amour et la confiance, est en train de la tenir pendant qu'on la torture de façon assez abrupte et violente, sans avoir prévenu, sans lui expliquer ce qu'on lui fait. Ça rompt quand même méchamment à la confiance. D'accord? Donc les conséquences physiques, elles sont nombreuses, ça peut être des douleurs, ça peut les poursuivre pendant toute leur vie. Ça va dépendre de comment et où ça a été fait. C'est rarement fait en hôpital par un médecin dans des conditions d'hygiène acceptables. Et les conséquences psychologiques peuvent devenir très compliquées. Ok, merci. Et quelles sont les conséquences pendant que la femme se fait exciser, perte de sang, infection? Alors de nouveau, ça va dépendre de où et comment ça se fait. Le plus souvent, ça se fait en pleine nature, dans la brousse. Alors, ce qui a déjà été raconté maintenant, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ce sont des phénomènes rares? Je pense que c'est sûrement pas la majorité. C'est déjà, on fait ça avec une lame de rasoir, dans le meilleur des cas, ou en tout cas avec un objet tranchant, où on enlève le clitoris. C'est évidemment pas un médecin qui fait ça, donc parfois elles vont un peu trop loin, parfois elles vont pas assez loin. Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien pour empêcher le sang de couler, donc on essaie de cicatriser comme on peut, on cautérise comme on peut, mais avec des trucs qui ne sont absolument pas stérilisés. Dans les cas d'infibulation, la façon dont on va coudre les grandes lèvres ensemble, c'est avec une espèce de tige qu'on trouve dans la nature, juste de la bois, et avec du fil on fait passer autour, et les grandes lèvres vont se cicatriser autour de ça comme on peut. Donc déjà là, les risques d'infection sont absolument énormes, les hémorragies sont absolument énormes, parce qu'en plus, en général, la petite fille ne laisse pas bien sagement les gens écartés à attendre que ça se passe, elle se débat et elle bouge, donc on risque de la blesser là où on ne voudrait pas la blesser. Ce qui a été rapporté, le petit phénomène dont je te parlais, c'est des filles qui sont, on les ligote après pour ne pas qu'elles bougent, pour que ça cicatrise, mais elles saignent, et donc ça attire les bêtes qui sont attirées par la viande. Et donc certaines se font bouffer dans leur hutte parce qu'elles ne savent pas s'enfuir puisqu'elles ont des gens attachés. Tu vois, donc, alors, qu'est-ce qu'elles ressentent pendant ce moment-là? Moi, je pense qu'elles sont terrorisées. Nous, ce qu'on a déjà vu, c'est une collègue médecin qui est arrivée et elle a pris le spéculum à côté d'elle pour faire un examen gynéco, et rien que le bruit du spéculum, en moins d'un quart de seconde, la femme est accroupie sur la table du gynéco, enfin sur la tête de la table du gynéco. Elle dit, je n'ai même pas vu bouger. Il a fallu ding, et 2 secondes après, la femme n'était plus là, elle était au bout de la table, accroupie comme ça, en train de la regarder, au moment où ça lui est arrivé. Donc on se rend compte que le traumatisme était très important. Et en plus, elle ne se souvenait pas, elle, de ce qu'on lui avait fait. Elle savait qu'on lui avait fait mal. Et donc on devait lui montrer chaque instrument, on lui touchait la main avec l'instrument, on lui montrait une coupe-pain, des boules, des bouches froides. Et on leur expliquer tout ce qu'on avait fait, tellement elle avait été marquée par ce qui s'était passé. On peut comprendre. Quelles sont les
conséquences après s'être fait exciser dans la vie du couple? Ben, de nouveau, ça va dépendre. Si c'est juste une excision, ça ne va pas changer grand-chose pour monsieur. Madame n'aura pas ou peu de plaisir. Si c'est une mutilation génitale féminine où on a enlevé partie des petites lèvres, voire faire une infibulation, c'est-à-dire donc coudre les grandes lèvres, souvent le rapport sexuel n'est pas possible. Si vraiment on le veut, on sait que monsieur a le droit de rouvrir les grandes lèvres avec ce qu'il a sous la main. Il peut même exiger qu'on refaire un après, rouvrir à chaque rapport. Donc on arrive dans une torture absolument phénoménale pour madame, mais ça je pense qu'ils ne le font pas. Donc la vie sexuelle se limite, s'ils veulent des enfants, de la masturbation au-dessus de l'orifice pour éjaculer le plus près possible de l'orifice, puisqu'on sait que les spermatozoïdes se déplacent et peuvent aller féconder madame. Donc c'est une vie sexuelle assez pauvre et assez douloureuse. Pour madame, en tout cas, elle n'est que douloureuse. Avez-vous déjà eu, vu que vous avez déjà travaillé dans des familles familiaux, des cas de femmes belges qui se sont fait exciser? Femmes belges ou femmes vivant en Belgique? Femmes vivant en Belgique ou femmes belges? Parce que, bon, de femmes belges, non, jamais. Je suis surpris que ça existe, parce que ça ne fait pas du tout partie de nos cultures. De femmes vivant en Belgique, oui, on estime qu'il y en a plus de quelques milliers quand même en Belgique. Non, on en retrouve 3000 à Bruxelles. Oui, ça va. À Bruxelles, c'est pas la Belgique, Bruxelles. Est-ce que vous savez d'où l'excision vient et pourquoi on fait ça? D'où ça vient exactement, j'en sais rien. C'est un phénomène qui est culturel, pseudo-religieux. Je dis pseudo-religieux parce qu'on sait qu'effectivement les premières excisions et mutilations génitales ont été faites bien avant le christianisme et la création de la religion musulmane. Ce qu'on sait, c'est qu'on fait passer ça pour un rituel de purification pour les femmes. Ça veut dire que les femmes qui ne le seraient pas, qui ne seraient pas mutilées, seraient considérées comme impures. Donc les femmes sont demandeuses elles-mêmes pour qu'on leur fasse, parce qu'elles n'ont pas envie de passer pour impures. Si elles sont impures, elles ne pourront pas se marier, elles ne pourront pas avoir d'enfants, elles vont être considérées comme des putains, à la limite, et même pire que des putains, voire être carrément expédiées en dehors du village et condamnées à mort, quasiment, parce qu'une femme seule qui ne peut pas s'intégrer dans le groupe n'arrivera pas à survivre. Donc c'est vraiment d'origine très culturelle, très traditionnelle dans le sens de la tradition, c'est comme ça, et je pense que les gens n'interrogent même plus le pourquoi on le fait, est-ce que ça a un sens de le faire. Et comme ces femmes n'ont pas accès à l'enseignement, n'ont pas accès à la lecture, etc., il est très difficile de leur expliquer que ce qu'on leur a dit n'est pas vrai. Il y a des croyances, comme je disais tantôt, où si le bébé survit à la naissance, il va porter la poisse. C'est une croyance comme le chiffre 13 porte malheur. D'accord, mais on ne va pas t'arracher le nez parce que le chiffre 13 porte malheur. D'accord, donc il y en a qui sont persuadés que c'est demandé par Dieu. Dans aucun texte religieux, on trouve ça. Elles n'ont pas accès au texte religieux, donc elles ne le savent pas elles-mêmes. Donc c'est vraiment un truc qui est ancré dans leur culture, dans leur tradition, et où si elles ne le font pas, les conséquences sont tellement dramatiques pour elles qu'elles sont parfois demandeuses qu'on le fasse à leurs filles. Et certaines femmes ont peur qu'on ne le fasse pas à leurs filles, parce que si on ne le fait pas à leurs filles seront impures, et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Donc aller lutter contre l'excision dans ce pays-là, c'est vraiment pas évident, parce que tu dois lutter contre des siècles de tradition et de croyances. Et quel argument est-ce qu'on a? Notre raison. Pour eux, c'est pas